Bonjour. Nous allons aborder donc le webinaire. Je suis Mourad Bentoumi, je suis directeur du département retraite pour Willis Towers Watson grâce à Voix. Nous avions eu un événement le 5 juin auquel certains d'entre vous avaient été conviés. Nous n'allons pas reproduire les mêmes slides et résultats, mais on ne va pas partir de la même enquête et des résultats de ces enquêtes qu'on a eues et essayer de partager avec vous quelques éléments nouveaux et une analyse nouvelle et tout ce qui concerne la partie retraite. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de... Ça a un peu bougé ces derniers mois et ces dernières semaines et je voudrais aborder ça aussi. Parfait, donc on va passer au Global Benefits Attitude Survey. Pour rappel, on a partagé avec vous les résultats de deux enquêtes. La première, c'était le GBAS, Global Attitude Survey, où les questions étaient posées aux employés et une autre survey, une autre enquête où les questions étaient posées aux employeurs. On a combiné un peu les réponses des deux pour vous donner un peu des constats et la perception des employés et dans la perception des employés. Donc, les sujets qui ont été abordés, c'est le bien-être financier, le stress financier, la prise de décision, tout ce qui est lié au rôle de l'employeur aujourd'hui et la nécessité peut-être de l'étendre, d'étendre un peu ce rôle. Il y a également les préférences et les attentes des employés en termes d'avantages sociaux. Est-ce que c'est de la flexibilité, c'est le choix des différents avantages, est-ce que c'est des leviers qu'on pourrait activer pour pouvoir façonner un peu sa couverture comme on le veut. L'attente spécialement pour la retraite, c'est de la partie employée, c'est clair, hein, c'est de se dire je vais avoir à la retraite un revenu adéquat et avec lequel je pourrai subvenir aux dépenses auxquelles je vais faire face à la retraite. Et donc, il y a effectivement des voies à suivre selon les régimes dans lesquels on pourrait bénéficier, qui pourraient nous mener justement à cet équilibre. Le dernier, c'est un peu plus vaste, c'est tout ce qui est santé et bien-être, et ça inclut évidemment le bien-être financier, etc. Les premiers résultats, les résultats clés de ce qui a été constaté, c'est qu'en termes de sécurité financière, la retraite est devenue une question importante pour tous les employés. Il y a quelques années, c'était surtout les employés proches de la retraite qui se souciaient un peu de leur retraite, mais vu la médiatisation du sujet, les problématiques du sujet, les réformes qu'on essaye d'engager pour améliorer un peu l'équilibre des différents régimes, c'est tellement médiatisé que tout le monde est au courant et puis il y a une vraie prise de conscience graduelle où ce n'est plus réservé aux gens qui sont proches de la retraite, mais à tous les âges. Effectivement, la confiance qu'ont les employés quand ils parlent de retraite, tout le monde se voit travailler beaucoup plus tard que nos parents. Parce que justement les régimes sont un peu à mal et donc il y aura une nécessité de travailler un peu plus longtemps. Ça génère du stress, être inconfortable en termes de revenus et penser qu'à la retraite on n'aura pas assez de revenus, effectivement, ça crée un stress. Et c'est là où on voit le lien un peu entre la sécurité financière et le bien-être financier, ce qu'on appelle le bien-être financier.
De plus en plus, encore une fois, c'est le quatrième constat, c'est que les employés attachent une plus grande importance à leurs avantages sociaux et plus particulièrement à la retraite. Est-ce que l'entreprise offre un potentiel de pouvoir se construire un patrimoine pour la retraite? Et effectivement, les entreprises constatent que quand on a un régime de retraite et qu'on a un régime de retraite généreux, eh ben, on arrive à attirer plus de talents et on arrive à retenir les talents qu'on a. Encore une fois, je me répète un peu, mais c'est vrai que c'est un constat qui est qui ressort de l'enquête. L'épargne retraite n'est pas nécessairement réservée à ceux qui sont proches de la retraite, et donc ceux qui ont 50 ans. L'effort qui façonne la retraite, il y a différents facteurs. Du point de vue de l'employé, c'est vrai qu'avec les régimes, on est passé de régime de la prestation définie vers des régimes à cotisation définie. On le voit dans le secteur privé, on voit que dans le secteur public, il y a une tendance à regarder à certaines autres options qui sont un peu loin de prestations définies. Et donc, la responsabilité de la retraite incombe de plus en plus à l'employé. Donc, l'employé doit prendre des décisions et l'employé doit faire des choix. Le deuxième constat, c'est que, encore une fois, du point de vue de l'employé constate que construire son patrimoine, ça lui incombe à lui de plus en plus. Faire des choix financiers, ça lui incombe à lui de plus en plus. Il y a une constatation aussi que la retraite obligatoire s'est érodée et donc il va falloir pallier un peu plus. Il y a certaines réflexions autour de manipuler certains facteurs pour pouvoir pour pouvoir arriver à un équilibre financier. Un des facteurs, c'est l'âge de la retraite et les employés constatent aujourd'hui qu'effectivement, c'est un des facteurs qu'eux peuvent manipuler pour pouvoir s'assurer une bonne retraite. Donc, il y a une vraie constatation, une prise de conscience de la part des employés qu'il faut qu'ils s'impliquent un peu plus dans la construction de leur patrimoine de retraite. En termes de travailler plus longtemps, encore une fois, c'est un des facteurs qui a été modifié au fil des années quand il s'agit des régimes obligatoires. L'âge de la retraite a un peu augmenté, mais on voit que l'individu aujourd'hui peut faire le choix de travailler un peu plus longtemps. On a constaté depuis les années 2000, on voit que le constat, effectivement, la France reste le dernier pays parce que historiquement, les revenus à la retraite étaient suffisants et donc il n'y avait pas de nécessité de travailler passé 60 ans. Comparé aux autres pays, on voit clairement qu'on est à 8% et que beaucoup d'autres pays et d'autres économies sont à des taux beaucoup plus importants. Le deuxième, c'est la Hollande qui sont à 19%, mais les autres taux sont bien au-dessus de 30%. Le Japon reste un peu particulier, ça a toujours été très haut, et le Japon, effectivement, a atteint les 53%. La raison, c'est qu'il y a des réformes qui ont été faites dans le système japonais qui fait que les employés font le choix de rester un peu plus longtemps actifs. Je vais vous montrer ce slide, c'était surtout pour vous donner une idée de ce qui se passe et ce qui se fait dans le reste du monde. Je vais parler d'un ou deux exemples de changements. Effectivement, il y a, en Hollande, il y a eu une très forte vague
de transfert des régimes à prestations définies, qui représentaient plus un risque aux employeurs, c'était les employeurs qui portaient le risque, et bien tout ça, ça a été shifté vers les employés à travers la mise en place de régimes à cotisation définie. Et vous pouvez le constater, dans pas mal de pays, il y a eu des nouveautés et des changements pour justement alléger un peu la responsabilité de l'État, parce qu'il y a un désengagement des régimes obligatoires, et donner plus de responsabilité à l'employeur, et dans le même processus, sensibiliser et responsabiliser les employés en ce qui concerne leur retraite et la constitution d'un patrimoine pour leur retraite. Je passe sur celui-là un peu vite. Et je vais passer maintenant aux résultats par rapport à la France. Ça, c'était vraiment des résultats un peu globaux. Et je vais passer par rapport aux résultats à la France. Et j'ai réservé une partie, la fin de la présentation, aux nouveautés. Donc, d'une part, la situation en France, des régimes obligatoires et des régimes dans le secteur public. Et je voulais partager aussi quelques idées. Donc, les derniers slides, ça va couvrir un peu la réforme des retraites, la loi Pacte. Quels éléments sont mis en œuvre aujourd'hui pour pouvoir pallier un peu justement à cette baisse, à cette projetée, une baisse projetée des revenus à la retraite. En France, quand on parle de bien-être financier, on parle de sécurité financière. Il y a deux éléments quand on parle de sécurité financière. Il y a la partie court terme, le salaire, les régimes d'avantages sociaux pendant l'activité, et après les régimes à long terme. Je pense que l'engagement des employeurs en termes de la manière dont ils voient leur rôle, c'est vraiment un rôle à court terme. Le rôle à long terme, ils le voient pris en charge par les régimes obligatoires et peut-être de leur part un peu à des régimes supplémentaires. La constatation en France, c'est qu'effectivement, quand on demande aux collaborateurs s'ils se font du souci par rapport à leur avenir financier, quand on parle d'avenir financier, on cible un peu la retraite, et bien les réponses, c'est qu'on est au-dessus de 50% en termes de réponses. Les employés pensent qu'ils n'auront pas assez de revenus à la retraite. C'est le cas aussi en Europe de l'Ouest. Donc on voit les chiffres ici, il y a vraiment une inquiétude à long terme. Ce qui ressort aujourd'hui, c'est vraiment une prise de conscience, justement, c'est ce que je disais avant, qui s'accélère ces dernières années et qui continue à progresser. C'est surtout le sujet des retraites qui en ressort. Et d'où la nécessité d'essayer de trouver, d'essayer de trouver des solutions. Le constat ici, en termes le constat, c'est qu'effectivement, tout le monde pense que leur retraite elle sera bien moindre que celle de leurs parents. Quand on demande, quand on pose la question aux employés, veulent que les employeurs, il y a vraiment une déconnexion. Encore une fois, du côté des employeurs, il y a seulement 17% des employeurs déclarent que leurs employés sont souvent confrontés à des difficultés financières. Ça peut s'expliquer par le fait que l'employeur voit le rôle de l'employeur s'est résumé à fournir un salaire et une couverture sociale. Le rôle est vraiment limité pendant la période d'activité. Par contre, les employés voudraient voir le rôle de l'employeur augmenter, c'est-à-dire que l'employeur devrait prendre un rôle actif à les aider à construire leur patrimoine de retraite. Ça,
je vais y revenir un peu tout à l'heure. Ce n'est pas seulement faire des cotisations dans un régime de retraite, mais vraiment leur donner les outils dont ils ont besoin, leur donner un conseil, mettre en place peut-être un conseil financier en termes de, 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 de construction d'un patrimoine pour la retraite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a posé une question dans cette enquête qui était si les employés devaient sacrifier une partie de la rémunération en contrepartie d'un avantage, lequel choisiriez-vous? Et la réponse, ça a été la retraite. Effectivement, plus d'un tiers des répondants avaient ciblé la retraite et le bien-être financier. Donc, ça prouve que les employés s'attendent, comprennent les difficultés qui les attendent et leurs attentes se résument à ce que l'employeur les aide à mettre en place quelque chose qui pourrait effectivement les aider. Je reviens sur ce que j'avais mentionné un peu plus tôt, la retraite en tant que levier de rétention. Il y a deux volets ici. Le premier volet, c'est que si je comprends bien mon régime, eh ben, je suis en mesure de juger si le régime répond à mes besoins. Donc, on a posé la question aux employés. Les collaborateurs ayant une bonne compréhension des avantages, alors d'une part, ils pensent que 63% pensent que le régime répond à leurs besoins et 40% parlent un peu de fidélisation et de rétention. Hein. Ça veut dire qu'on arrive, quand le régime est bien compris, on arrive à retenir les personnes et le régime est mieux apprécié, contre des taux de 30% par rapport aux deux questions. Donc on voit vraiment l'impact de la compréhension du régime. Et cette compréhension du régime, elle se fait à travers une bonne communication et un bon accompagnement, et pourquoi pas la mise en place de conseils en termes de gestion du patrimoine pour les employés. Les orientations sur la retraite, là aussi on a posé la question en termes d'importance des éléments qui revêtent une importance dans la conception de régime. Cette question a été posée aux employeurs et on voit que ce qui ressort, c'est dans la proposition de valeur aux collaborateurs. Donc il y a un souci de valeur communiquée aux collaborateurs, démontrer la valeur qu'on donne et refléter dans la conception du régime. Le deuxième volet, c'est effectivement construire et aider les employés à construire un patrimoine. C'est la partie retraite complémentaire qui est ici en jaune. Il y a un but de la mise en place et de la conception du régime, comment le régime va être conçu. Ben, les facteurs clés, ça va être aussi compléter les retraites versées par l'État. Et on voit qu'il y a quand même une catégorie qui est ciblée, je vais revenir dessus, la catégorie des cadres et des cadres dirigeants, pour lesquels, comme vous le savez tous, les taux de remplacement sont beaucoup moindres pour les cadres et les cadres dirigeants. Donc la phase de la conception du régime supplémentaire est importante pour tenir compte des contraintes de l'employeur, répondre aux besoins des salariés en matière de retraite et impacter le volet RH qui est l'attraction et la rétention des collaborateurs. Je vais revenir très brièvement sur les deux slides suivants, sur effectivement le taux de remplacement des régimes obligatoires. Et je voulais juste vous montrer comment, par rapport aux
aux tranches de salaire, comment est-ce que le taux de remplacement est impacté en fin de carrière. Vous savez, je vais le mentionner encore une fois un peu plus tard, mais vous savez, avec la loi Pacte et la fusion Agir-Carrefour et la réforme des retraites, on a parlé de limiter les cotisations à 3 fois le plafond de la sécurité sociale. Donc, on sera autour de 120 000 €. Donc, on voit ici la vitesse, on voit ici comment est-ce que ça se dégrade à partir de 3 passes. On voit qu'il y a une vraie diminution par rapport au taux de remplacement. Et par rapport au taux de remplacement, quand on arrive à passer les 3 passes et que les salaires augmentent. C'est vrai que vers la fin, je dirais vers 7-8 passes, il y a quand même un plafonnement et levels off. Ça reste un peu constant, mais on voit quand même qu'il y a un sujet pour certaines catégories d'employés. Ce que je voulais vous montrer ici également, c'est la dégradation, encore une fois, des systèmes obligatoires et comment ça peut impacter sur le bien-être et sur la sécurité financière. Donc on voit que ça c'est la même des générations différentes. Hein. En 2017, les personnes qui partiraient, qui ont aujourd'hui 50 ans, sont un peu en dessous de 40%. Et les personnes qui sont à l'âge de 30 ans sont plutôt juste au-dessus de 30%. Ça, c'est le taux de remplacement projeté dans le futur. Encore une fois, c'est juste pour démontrer que les régimes obligatoires, effectivement, se dégradent et qu'il y a vraiment une nécessité à pallier. Alors, cette dégradation crée un stress, les gens en ont pris conscience, les employeurs en ont pris conscience, les employés en ont pris conscience. La retraite devient un élément clé dans le recrutement, l'attraction et la rétention des talents. Et ça devient un élément de stress pour les employés, ce qui peut agir effectivement sur la motivation de l'employé, sur l'engagement de l'employé, etc. Donc il y a vraiment un vrai sujet. Je pense que tout le monde le sait aujourd'hui et que justement ce qu'on voit aujourd'hui en termes de changement et de ce qui est en train d'essayer de se mettre en place à travers la réforme des retraites, etc., eh ben c'est essayer de pallier un peu à ces manques qu'on voit au fil des années. Très brièvement ici, je voulais parler de la retraite du secteur privé. J'ai beaucoup parlé de la retraite du secteur public, en fait, de la retraite des retraites obligatoires. Je voulais parler un peu des retraites privées et vous donner un peu le panel des retraites. Bon, ça se résume en gros à 2 grandes approches. L'approche prestation définie qui, en France, est en train de disparaître parce que le cadre réglementaire il est un peu agité, le cadre fiscal il est plus favorable, c'était favorable à un certain moment et effectivement la tendance internationale de changer des régimes de prestations définies en cotisation définie a pris le pas et on le constate ici en France également. Les régimes à cotisation définie, il y a 3 grosses, je dirais, canaux de régimes à cotisation définie, à ce qu'on appelle l'article 82, qui est un peu équivalent à des salaires, mais le cadre fiscal est neutre, en gros. Mais ça permet quand même d'épargner dans un outil
pour la retraite. Il y a l'article 83 qui est plutôt bien accueilli. Le cadre fiscal et social il reste favorable. Et il y a le PERCO. La différence entre les deux, c'est que le cadre de l'article 83, eh bien, on peut cibler une certaine catégorie d'employés. Par contre, pour le PERCO, c'est collectif. Okay. Si je regarde ce qu'on est en train les nouveautés qu'on est en train d'essayer de mettre en place, c'est justement par rapport à l'article 83, il y a vraiment une évolution qui a rattrapé un peu le PERCO. En termes d'article 83, j'ai le choix de sélectionner une catégorie d'employés. Et le constat de la nouvelle tendance, c'est que même si j'ai ce choix, généralement, les employeurs ont tendance de plus en plus à offrir la couverture à tous les employés. C'est un des constats dont je vais parler dans une minute. On va passer à quoi de nouveau? Comme je vous disais, je vais présenter l'enquête, des résultats de l'enquête avec lesquels qu'on avait partagé avec vous lors d'un séminaire et aussi à travers différentes communications. J'ai ciblé un peu, j'ai reparlé un peu des régimes obligatoires qui effectivement continuent à se dégrader. Et ces deux, ça ressort très clairement dans l'enquête qu'on a faite, c'est cette prise de conscience des deux côtés, des côtés des employés et des côtés de l'employeur. Les employés qui constatent que continuer sur cette voie, eh bien, il n'y aura pas assez de revenus à la retraite. Et de même, les employeurs qui constatent qu'il y a une prise de conscience et qu'il y a un vrai besoin d'essayer d'offrir dans la couverture, dans ce qu'on appelle le package des avantages sociaux, il faut qu'il y ait un élément de retraite parce qu'il est clé dans le recrutement, la rétention et la fidélisation des employés. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien, ce qu'il y a de nouveau, c'est que toute cette problématique de retraite est en train d'être ciblée et essayée il y a plusieurs leviers qu'on veut utiliser pour pouvoir arriver, le but final, c'est de pouvoir arriver à offrir aux employés à la retraite un revenu adéquat. Vous avez entendu parler de la réforme de retraite. Je voulais juste relever les points clés de la réforme des retraites. Ça va être un système obligatoire par répartition. Donc, les systèmes actuels, quand on parle de système obligatoire, il y a la CNAV, il y a la MSA, il y a la sécurité sociale pour les indépendants, il y a les régimes spéciaux. Tout ça, le but, c'est d'arriver à un système universel qui restera un système par points, mais dans lequel tous les points seront les mêmes prix pour tout le monde. Ce que disait le président Macron, ce sera 1 euro de cotisation, ce sera la même chose, achètera la même chose pour tout le monde. Voilà. Donc c'est un peu de ramener tous ces régimes et de les harmoniser un peu. Le système prendra en compte, c'est ce que je disais, ça prendra en compte les salaires jusqu'à 120 000 euros, qui est le propre plafond de la sécurité sociale. Ça prendra encore en compte l'ensemble de la carrière, parce qu'il y a des moments, dans certaines caisses que je viens de citer, il y a certaines caisses pour lesquelles la carrière n'est pas entièrement prise en compte. Si on a travaillé moins de 3 ans, eh bien, on ne reçoit pas de points, etc. Donc on veut harmoniser et reconnaître la carrière de tout le monde, tous les éléments de carrière. On va aligner aussi les droits et les cotisations par rapport aux salariés du secteur public et les fonctionnaires. C'est ce que je disais un peu, harmoniser
1 euro achètera le même droit à tout le monde. Il n'y aura plus de différence. Par contre, la solidarité continuera de s'exercer. C'est un système où certaines spécificités seront toujours prises en compte, la pénibilité, les carrières longues, etc. Le but de cette réforme, c'est vraiment de créer un système universel qui soit solide, stable, viable à long terme. Voilà. Et avec un équilibre financier. Je pense que c'est vraiment très important de comprendre ça. C'est de ramener tous ces systèmes à un seul système. Tout le monde sera traité de la même manière. Et l'objectif, c'est d'avoir un système financier équilibré. Je pense qu'ils ont été très clairs dans la communication et un accent a été mis pour dire l'objectif n'est pas effectivement de faire des économies. L'objectif, c'est de pouvoir fournir une retraite adéquate à tout le monde à travers un système qui reste un système équilibré. L'âge légal sera maintenu à 62 ans, du moins pour le moment. Et puis le système, la transition se fera progressivement parce qu'effectivement un changement brutal risque de ne pas marcher et ne pas être favorable à la mise en place de toutes ces réformes. Donc ça, c'est la partie la réforme des retraites. Je peux revenir juste un slide et je voulais juste... Les 5 points... Non, c'est bon. Les 5 points que je voulais couvrir, c'est effectivement la réforme des retraites, la fusion ARCO-AGIRC, qu'est-ce que ça veut dire, la loi Pacte, la portabilité des droits, donc c'est la directive européenne, et vous donner quelques éléments sur le secteur privé, des benchmarks que je voudrais partager avec vous. Okay. Donc là, on vient de parler de la réforme des retraites. On va passer à la fusion ARCO-AGIRC. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? L'objectif, c'est la pérennité du système. Ça va être effectif à partir du 1er janvier 2019, mais cette fusion découle de plusieurs années de négociations. Ça a commencé en octobre 2015 et novembre 2017, etc. Donc, c'est rien de nouveau. On savait qu'on allait vers ça et ça peut paraître pour certains comme une nouveauté. Ce n'est pas vraiment une nouveauté. C'est un sujet qui a été discuté depuis plusieurs années. On va passer à 2 tranches seulement, la tranche 1 et la tranche 2, au lieu d'avoir la tranche A, la tranche B, etc. Donc c'est un souci de simplification un peu des différents jargons, je dirais, de la retraite, qui font que les gens ne comprennent pas trop ce que c'est. Il y a une augmentation du taux d'appel qui va passer de 125 à 127%. Et la régularisation de la part salariale des cotisations. Ce sera 60%, 40% sur tout le salaire qui sera impacté. Aujourd'hui, effectivement, pour l'AGIRC, la tranche B est plutôt à 62,5 contre 37,5. Et donc, ça va être aligné à 60-40, comme pour tout le reste des tranches. Ça c'est un point intéressant, il y aura une application de coefficient de solidarité et coefficient majorant. C'est une mesure qui va inciter les salariés à travailler plus longtemps. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure et au slide que j'ai montré, le slide que j'ai montré où on voit qu'en France, le pourcentage de personnes qui travaillent passé l'âge de 60 ans n'est pas très haut par rapport aux autres pays. Donc, il y aura une incitation à travailler plus haut avec un système de bonus-malus et un bonus qui peut monter jusqu'à 30%, ce qui est assez significatif. Il y a d'autres modifications sur les cotisations. Voilà, la fin des cotisations AGFF, etc. La création de la CEG, cotisation d'équilibre général, et la cotisation de la TEC sera reconduite. Donc, en termes de cotisation de retenue et de cotisation, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de changements, mais par contre, le système sera effectivement unifié dans un seul système.
On a une question sur le principe de bonus-malus, savoir s'il s'applique sur la retraite de base ou sur la complémentaire retraite. Le bonus-malus s'appliquera, du moins ici, c'est possible que ce sera étendu à la retraite complémentaire, ce n'est pas légiféré, et la législation, je ne pense pas, va légiférer par rapport à des retraites complémentaires, supplémentaires. Hein. On parle bien de retraites supplémentaires, pas complémentaires, parce que l'Agirc-Arrco, c'est les retraites complémentaires, enfin, c'est des retraites obligatoires. Des fois, je ne sais pas si la question est très claire, est-ce qu'on veut dire des retraites que l'employeur sponsorise, c'est les retraites supplémentaires, on ne parle pas de l'Agirc-Arrco ici. Je pense qu'elle va reposer la question. Je vais répondre en étant très large pour couvrir les différents scénarios. Si on parle de retraite complémentaire et qu'on parle donc de l'Agirc-Arrco, ça s'appliquera pour l'Agirc-Arrco, le bonus-malus. Tout ce qui est article 83, PERCO, etc., qui sont des régimes supplémentaires, c'est des régimes volontaires que l'employeur met en place. Ces régimes-là, aujourd'hui, il n'y aura pas, ça ne s'appliquera pas pour ces régimes. Ce n'est pas dit que dans le futur, peut-être que ça s'appliquera. C'est vrai que dans des pays anglo-saxons, quand je travaille plus longtemps, je sais qu'aux États-Unis, si je décide de prendre la retraite un peu plus tard, eh ben, je vais augmenter un peu ma retraite. C'est structurellement aussi le cas. Hein, si je prends ma retraite, si je prends l'article 83, si je prends ma retraite à 62 ans, j'aurai un certain montant. Si je reste jusqu'à 65 ans, j'aurai un montant qui est supérieur. Donc structurellement, je vais avoir un montant supérieur parce que j'aurai cotisé 3 ans supplémentaires. Donc, j'aurai un peu plus, j'aurai un bonus, mais en termes de bonus-malus, où on donne un peu plus parce qu'on a travaillé un peu plus, ça s'applique surtout à ce concept de bonus-malus, il est réservé pour l'Arrco et l'Agirc. OK ? On va passer à la loi Pacte. Beaucoup a été dit par rapport à la loi Pacte. Je voudrais juste clarifier quelques... juste pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Hein, c'est la loi Pacte, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Il y a eu quatre principaux enjeux. Le financement de l'économie, en développement de financement dans le fonds propres des entreprises. On offrait une meilleure perspective de rendement aux épargnants. Le développement de l'épargne retraite en améliorant son attractivité. La protection des épargnants et simuler la concurrence sur la retraite supplémentaire pour les épargnants. Okay, le but, c'est d'aider les Français à préparer financièrement leur retraite. On revient à ce que je disais, se construire un patrimoine, etc. Okay, les propositions qu'on a aujourd'hui, c'est faire de la gestion pilotée par horizon, la gestion par défaut. Au lieu d'aller dans des fonds monétaires, etc., aujourd'hui, on va demander à ce que dans tous les systèmes, hein, le PERCO, l'article 83, etc., dans ces systèmes-là, si la personne n'a pas choisi, eh bien, par défaut, la gestion, ce sera une gestion pilotée. La gestion pilotée, ça veut dire qu'il y aura des unités de compte, etc., au lieu d'avoir que du monétaire. Très important aussi, c'est l'harmonisation des règles entre les produits afin d'assurer la portabilité et la transférabilité. Ce qu'on veut dire par la portabilité, je quitte mon emploi ou je vais dans un autre pays où j'ai changé, je peux prendre avec moi mes avoirs, etc. La transférabilité, par contre, c'est des passerelles entre les systèmes, c'est-à-dire créer une passerelle entre l'Arrco, entre l'article 83 et le PERCO. Si j'ai des économies dans mon article, dans mon PERCO, si je veux les transférer dans mon article 83, je serai en mesure de le faire. C'est ça la transférabilité. La transportabilité, c'est effectivement je prends avec moi mes avoirs quand je pars.
L'encadrement des frais de transfert, parce qu'aujourd'hui, il y a des employés qui partent ou des employeurs qui changent de prestataire, qui voudraient transférer les fonds. Il y a certaines règles, évidemment. Et un des freins, c'est les frais de transfert. Les frais peuvent être prohibitifs et donc je laisse mes avoirs avec l'ancien assureur ou avec le même prestataire parce que sinon je vais avoir affaire à des frais qui sont un peu trop gros. Une seconde, je vais finir ça et je prendrai la question. Favoriser la sortie partielle en capital. Effectivement, aujourd'hui, l'article 83, c'est des sorties en rente, même s'il y a une partie qui a été votée en capital, mais c'est un peu, encore une fois, c'est un souci d'harmonisation entre les différents régimes et avoir la possibilité de sortir des avoirs en capital. Ça, c'est très important, c'est isoler comptablement ses engagements retraite dans un comptant au bilan de l'assureur. Donc, l'assureur, aujourd'hui, à cause de Solvency II, etc., il y a des règles de Solvency II qui fait que les capitaux propres sont un peu bloqués et donc ne peuvent pas être investis tel que l'assureur le voudrait, pour fructifier justement les avoirs et pouvoir donner des rendements plus importants aux épargnants. Et donc, une des propositions, c'est effectivement cantonner les engagements retraite pour pouvoir les investir sans qu'ils rentrent dans les fonds propres et qu'ils fassent partie de Solvency II pour les assureurs. Ouvrir le marché de l'épargne, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs aujourd'hui qui sont considérés dans la retraite seulement, qui ne font pas d'épargne salariale, et vice-versa. Il y a des acteurs qui font que de l'épargne salariale. C'est vraiment ouvrir la porte à tout le monde pour pouvoir investir et donner plus de choix. L'idée, c'est plus de choix, plus de revenus financiers. Et donc, qui pourrait impacter la performance des avoirs et de l'épargne retraite. Oui. Du coup, on a une question pour connaître quelles sont les mesures qui vont permettre d'améliorer les régimes complémentaires qui sont aujourd'hui en déficit ou qui le seront dans les futures années. Qu'est-ce qu'on veut dire par des régimes complémentaires? On parle toujours de l'ARCO et l'AGIRC, hein, si c'est bien le cas. L'idée, c'est qu'effectivement, quand on regarde une année, on a le déficit des régimes complémentaires aujourd'hui est moins grave, je pense, que ce qui était annoncé il y a quelques années. Donc, les mesures qui seront prises, c'est en espérant mutualiser tout ça, on va réduire le déficit. Après, les mesures à prendre, je ne sais pas à quelle mesure à prendre. Ce que je peux vous dire, c'est les facteurs sur lesquels on va pouvoir jouer une fois qu'on a un régime universel. C'est effectivement, on va impacter tout le monde de la même manière, puisque l'idée, c'est d'avoir un même régime avec les mêmes contributions qui achètent des droits et achètent les mêmes droits. Donc, on sera plutôt sur la même plateforme partout. Et après, les facteurs possibles, c'est effectivement, on dit aujourd'hui que l'âge ne change pas, ça restera à 62 ans. Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas un élément et un facteur auquel on touchera. C'est possible. Il y a la valeur du point aussi qui pourra faire en sorte qu'il y a une équité entre tout le monde et surtout en jouant
par rapport à la valeur de points, on peut arriver à équilibrer le régime. En espérant aussi que ça va créer un peu de dynamisme et que effectivement il y aura un équilibre qui durera, parce que l'objectif c'est l'équilibre, c'est pas l'équilibre immédiat, c'est l'équilibre à long terme du régime pour pouvoir faire face. Aujourd'hui, le régime tel qu'on tel que l'on a aujourd'hui et tel qu'il sera le 1er janvier 2019, ça restera un régime à répartition. C'est-à-dire les entrées d'aujourd'hui payent les prestations d'aujourd'hui. Et pour pouvoir arriver à pallier au déficit, eh ben, justement, ce serait de jouer sur certains facteurs. C'est les facteurs habituels. Hein. On regarde l'âge, on regarde la cotisation, le montant de cotisation, l'assiette de cotisation, la valeur du point, etc. C'est ça qui vont aider un peu à équilibrer le régime. On a une nouvelle question qui nous demande quelle est la différence entre le PERP et le PERCO, avec les avantages ou les inconvénients de... Je pourrais ajouter un slide où j'en avais un, je l'ai enlevé, où effectivement on montre la comparaison entre l'article 83, le PERCO et le PERP. Le PERP, tel qu'il est vu là, c'est un produit individuel hein, qu'on achète chez son banquier. Le PERCO, c'est un régime collectif. Donc la grosse différence, c'est ça. Mais je vous promets que quand on vous donnera les slides, je mettrai le slide qui compare l'article 83 au PERCO et au PERP. OK? Il y a d'autres questions, je passe? Pas de questions pour le moment. OK. Donc, on a parlé de la loi Pacte. Oui. Je vais parler de la portabilité. C'est très important, à mon sens, la portabilité des droits. C'est la transposition de la directive européenne en France. Le but de la directive, c'est d'accroître la mobilité des salariés. En France, comme les articles 39, c'est ça les DIVI, hein, qui ne sont pas portables, l'article 39 en France, je ne perçois ma retraite que si je prends ma retraite avec l'employeur qui m'offre l'article 39. Hein. Donc, cette directive européenne, elle crée l'opportunité des droits acquis. En France, il n'y a pas la notion de vesting. Donc, peut-être que ça va créer le cadre juridique qui va entourer de manière un peu différente les articles 39. Entre-temps, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a pas mal de sociétés, certains de nos clients, ont fait le choix d'agir avant la transposition de la directive européenne. Donc, on a vu certains changements, surtout pour les grandes sociétés. Et qu'est-ce qu'on a vu comme changement? Eh bien, il y a des sociétés qui nous ont demandé à nous, hein, et qui l'ont fait en interne également, où ils ont gelé le régime, ils ont remplacé le régime par d'autres régimes à cotisation définie, type article 83, 82, etc. Ces articles 39, juste pour rappel, hein, ça touche généralement les cadres dirigeants et le COMEX. Donc c'est une catégorie très ciblée. Généralement, c'est des très hauts salaires. Et avec la transposition de la directive européenne qui ne reste pas très claire de comment on va faire, comme je disais, je pense que c'est important de dire qu'il y a certaines sociétés qui ont quand même agi qui ont agi avant la transposition de la directive européenne. En dernier point, je voulais partager avec vous un peu qu'est-ce qui se passe dans le secteur privé. Les constats passés, qu'est-ce que l'on a? On a effectivement, pour l'article 39,
Les bénéficiaires, c'est les cadres dirigeants, et la tendance était vraiment en régression. L'article 82, 83 et PERCO qui commençaient à prendre un peu la tendance en termes d'augmentation. OK? Ça, c'est les tendances. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est en termes de secteur privé? Il y a 3 constats qu'on peut faire aujourd'hui. Il y a beaucoup plus d'entreprises qui proposent un régime supplémentaire de retraite. On a passé le cap de 50% et on est au-dessus du 55% pour les grandes entreprises ou pour les filiales de multinationales, okay, qui ont une tendance déjà à mettre en place des articles de retraite, des régimes de retraite supplémentaires. Okay. En France, c'est l'article 83. Le deuxième constat qui est très intéressant, c'est que la couverture s'est étendue. C'est ce que je disais. Aujourd'hui, on ne cible plus les cadres ou les cadres supérieurs. C'est un peu devenu le régime qui est offert à tous les employés. Donc, il y a 2 volets. Il y a les sociétés qui n'ont pas d'article 83 qui ont décidé d'en mettre un en place et effectivement, ils l'étendent à tout le monde. C'est un peu comme le PERCO, c'est ouvert à tout le monde. Et les sociétés qui ont un article 83 qui aujourd'hui font une réflexion autour de l'extension de cet article 83 aux non-cadres parce que la population qui était ciblée n'était que les cadres. Le troisième constat, c'est qu'on voit un engagement des entreprises dans la retraite en termes de communication aux employés. D'abord, à la mise en place, généralement, on a 1/3, 2/3 en termes de cotisation employeur et cotisation employée, fait participer l'employé dans la construction de ses patrimoines. Et d'autre part, il y a des campagnes de communication pour encourager les employés à contribuer, à faire des cotisations volontaires, donc à faire des contributions de manière volontaire. Et donc là, on parle de VIF, c'est les versements individuels facultatifs. Le dernier point, c'est juste des éléments de benchmark. Aujourd'hui, ce qu'on voit, nos derniers résultats d'enquête, si on regarde, il y a 3 éléments sur lesquels on peut réagir. On regarde la répartition des cotisations, les taux de cotisation et le taux de remplacement additionnel que ça génère. Okay? Si je regarde le standard, les taux de cotisation, c'est 1% à 2% patronal, 0,5 à 1% salarial. Donc, on serait autour de 3% total. Okay? 2,5, 3%. Ça, c'est un peu le standard. Le premium, on est quand même un peu plus haut. La part patronale peut varier de 2% et peut aller jusqu'à 5%. On l'a constaté avec certains clients et certains répondants à nos enquêtes. Et la part salariale, elle varie de 1 à 2%. Ce qui est intéressant, c'est effectivement le partage employé-employeur. Plus les cotisations sont basses, moins on demande à l'employé de cotiser. Mais dès qu'on passe au standard, c'est généralement 1/3, 2/3. Okay? Et ce qui est vraiment intéressant à voir, c'est le taux de remplacement que cela peut générer. Évidemment, le taux de remplacement peut être plus significatif si on commence en épargne à un âge plus jeune. Mais en moyenne, les simulations qu'on a faites, je crois que c'est à âge 40 ans, autour de 40 ans, 40-45 ans, et on voit que pour un standard, on peut facilement arriver à du 5% additionnel. C'est-à-dire que si mon taux de remplacement de régime obligatoire est à 45%, je peux l'augmenter à 50%, voire plus, si c'est des cotisations un peu plus hautes.
Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Oui, je vais transmettre, on va envoyer de toute façon la présentation à ceux qui sont sur le WebEx et il y aura mes coordonnées. N'hésitez surtout pas à me faire un mail pour me poser des questions s'il y a quelque chose qui n'était pas clair. Si vous voulez plus d'éléments sur les 5 éléments que j'ai traités à la fin, j'y suis passé un peu vite et un peu vol d'oiseau parce que c'est un webinaire, effectivement, je ne pouvais pas partager trop de détails. Mais si vous avez besoin de plus de détails, faites-le-moi savoir. On a des éléments un peu plus détaillés. Merci à tous pour votre attention et bon appétit. Au revoir.